Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce Good Morning Market du jeudi 4 mars 2021, au lendemain d'une séance baissière pour Wall Street, hein. La séance avait très bien commencé en Europe avec un DAX qui a marqué un nouveau record historique, mais l'arrivée des traders américains a changé la donne et donc le S&P 500 a baissé de 1,31%, le Nasdaq de 2,7%, le Dow Jones de 0,39%. Et donc cette rotation sectorielle a continué de peser sur les poids lourds du secteur technologique américain. Nous avons eu un rendement du 10 ans américain qui s'est rapproché à nouveau des 1,500%. On avait constaté une petite accalmie en début de semaine et donc on a eu un retour à la hausse du 10 ans américain et c'est vraiment cette résistance qu'il faudra surveiller parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, un probable retour proche des 2% pourrait être préjudiciable pour les marchés, hein. Pour l'heure, la résistance tient. Il me semble qu'on est aux alentours des 1,455% à l'heure actuelle. Et donc, à voir si on va franchir justement cette résistance des 1,500%. Je vous rappelle que c'était le support de l'année dernière avant la crise, avant la propagation de la pandémie, hein. Donc, le 10 ans américain est en train de rattraper, d'effacer justement cette baisse due à la pandémie. Et donc, le support de l'année dernière, qui était à 500%, est actuellement notre résistance et un franchissement de cette résistance pourrait laisser présager un retour en direction des 1,800%, voire 2%. Donc c'est vraiment l'inquiétude actuellement, même si pour le moment le 10 ans américain plafonne et ne parvient pas à s'affranchir de cette résistance. Et donc nous l'avons dit, nous avons pris connaissance de certaines données hier, des données macroéconomiques américaines, décevantes, notamment l'ADP, le rapport de l'ADP sur l'emploi, un rapport, l'ADP, donc c'est secteur privé. Il faut savoir que l'on attend le NFP. Et c'est le NFP, le rapport officiel, hein, qui est attendu plus particulièrement cette semaine. On a pris également connaissance des indices ISM, des services largement inférieurs aux attentes. Et on va faire une petite parenthèse à ce propos. Donc l'ISM des services a déçu, on le voit ici en vert, il est ressorti à 55,3, alors il était précédemment à 58,7. C'est la plus faible croissance du secteur des services depuis la contraction du mois de mai, hein. Il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est un contexte de tempête hivernale et de contraintes d'approvisionnement. Une autre mesure dont nous avions parlé, ce sont les prix payés justement par les entreprises qui a atteint son plus haut niveau de près de 12 ans. On le voit ici. En bleu à 71,8. Il faut savoir qu'il y a donc un emploi qui ralentit sensiblement, des nouvelles commandes qui sont en baisse et donc les pressions sur les prix se sont intensifiées. Alors précédemment, on était à 64,2 très exactement ici et donc on se téléporte à 71,8. Cet indice des prix payés par les entreprises a renforcé les attentes d'une accélération de l'inflation à court terme. Nous en avions parlé également parce que justement ces prix payés en hausse par les entreprises seront directement impactés sur les consommateurs. Et donc justement cette faiblesse, cette déception de l'enquête ISM, également le rapport ADP, même si ce que l'on attendra, c'est le rapport officiel du NFP, tempère justement les attentes d'une accélération de la croissance de l'emploi en février. Il faut savoir que la plupart des Américains travaillent dans le secteur des services. Et donc, dans ce contexte-là, le rapport NFP pourrait donc s'avérer être décevant. Et le dollar américain n'attend que ça, justement, hein. C'est pour cela que pour le moment, il patine, mais on va en parler plus dans le détail. On revient sur notre panorama des marchés et on continue concernant l'actualité. On a eu des nouvelles du plan de relance avec Joe Biden qui a notamment soutenu cette proposition du Sénat, vous savez, de réduire les plafonds des revenus pour être éligible au chèque de relance. Alors cette réduction du plafond pourrait viser 8 à 12 millions d'Américains. Sur le vieux continent, des bonnes nouvelles en provenance d'Allemagne avec Angela Merkel qui a annoncé
son plan de levée progressive du confinement. Donc après le Royaume-Uni, c'est au tour de l'Allemagne de mettre à jour son plan de déconfinement progressif. En Allemagne, ça débutera lundi avec tout d'abord une réouverture des coiffeurs, une reprise des cours en présentiel et si jamais la baisse des contaminations venait à se poursuivre, le 22 mars, ce seront les restaurants en plein air, les théâtres, les opéras et les cinémas qui pourront reprendre leurs activités. Alors voilà pour l'actualité. Nous avons eu 2 déclarations, hein, de banquiers centraux. Il y a le gouverneur pardon, de la RBNZ qui a déclaré que les banques centrales mondiales visaient à dépasser les objectifs d'inflation et il y a Evans, de la Fed qui a déclaré qu'il ne pense pas que le FOMC devrait modifier la durée des achats d'obligations. On a pris connaissance également, d'un chiffre, hein, principalement, celui de la, balance commerciale australienne qui a enregistré un excédent pardon, de 10,142 milliards de dollars australiens en janvier. C'est le plus important excédent jamais enregistré. Deux événements majeurs aujourd'hui, deux événements qui seront largement attendus. Le premier est inscrit sur le calendrier économique, on le retrouve à 18h05. C'est justement le discours de Jérôme Powell, hein, dans un contexte de 10 ans américain qui vient qui tente de s'affranchir des 1,500%, une pontification des taux, car on a un écartement du spread entre le 2 ans américain et le 10 ans américain. Ce sont les taux longs qui partent à la hausse actuellement, et entraînant donc ce que l'on appelle la pontification des taux. Seconde chose, cette fameuse réunion des pays membres de l'OPEP+, hein, qui pourrait s'accorder sur une hausse de l'offre, une hausse de leur production, et donc cela pourrait exercer une certaine pression sur les cours des pétroles. Ce sont les principaux événements qui devraient rythmer cette séance, hein. On a quelques données, hein, comme vous pouvez le constater. On fera tout de même attention aux demandes hebdomadaires au chômage à 14h30, 16h les commandes de biens durables. Donc voilà pour le calendrier économique. On va s'intéresser à présent aux indices boursiers avec une belle remontée en début de séance, après ce repli que nous avons connu suite à l'ouverture de Wall Street. D'un point de vue journalier, on reste tout de même neutre, hein. On est allé marquer un nouveau sommet historique, mais on s'est très vite replié avec l'arrivée des Américains. On retrouve des couleurs à l'heure actuelle en données journalières. On réintègre un range ici que l'on retrouve en journalier. Pardon. En données intraday, on réintègre le drapeau. Donc on a eu une invalidation immédiate. Après avoir marqué un record historique, on s'est directement replié. Le DAX est allé chercher, ici on peut le voir, en réintégrant son drapeau, il est allé chercher son nuage et il est allé chercher sa Kijun. Il repart à la hausse. On est pris en étau entre Tenkan et Kijun à l'heure actuelle. Donc rien à signaler pour le moment. Il faudrait une réelle sortie de cette figure, hein, pour envisager de nouvelles perspectives plus sûres, hein, pour le DAX allemand. Donc une sortie de ce drapeau pour aller chercher de nouveaux records historiques, au minimum le précédent, et une cassure de la borne inférieure permettrait ici d'entraîner un repli plus conséquent. On notera tout de même, hein, de forts niveaux de support pour le DAX allemand, notamment la Kijun et le nuage. D'ailleurs, j'ai eu une demande en commentaire hier, une demande de détailler les retracements, l'utilisation des retracements de Fibonacci, l'utilisation des projections d'Osoda. C'est ce que nous allons faire. On va le faire d'ailleurs sur le Nasdaq. Alors d'abord un petit point sur le Nasdaq d'un point de vue journalier. Le Nasdaq qui diffère d'un point de vue journalier des autres indices américains. On va le voir. On tente une traversée de nuages, on tente même une sortie par le bas. Alors, c'est un premier signal d'alerte, probablement. Est-ce que l'on a ici la formation d'une figure en épaule, tête, épaule? On voit une éventuelle épaule ici, la tête à ce niveau-là, l'épaule à droite. Et donc, un repli ici pourrait le confirmer. Un franchissement d'une probable ligne de coup en oblique baissière, hein, pourrait confirmer que nous faisons face à une figure chartiste. En tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit d'un point de vue Ishimoku, on est en train de sortir par le bas du nuage, mais attention, la lagging span devra encore le franchir, ce nuage. C'est ce qui tempère un petit peu le biais baissier. Alors j'en reviens à cette demande concernant les retracements d'Ishimoku. Alors je vous le rappelle par la suite,
les retracements de Fibonacci, pardon. Alors précédemment, j'étais sur autre chose car on ne s'était pas replié sur le Nasdaq. Alors je m'étais intéressé à ce repli. Concernant les retracements de Fibonacci, il faut s'intéresser au précédent mouvement. Ici, avant la hausse du Nasdaq, nous avons eu un mouvement baissier. L'idée est de retracer les différents niveaux justement de ce mouvement baissier. Et donc, on va sélectionner, c'est un mouvement baissier, on sélectionne le top où la baisse a commencé, et on sélectionne le point bas avec justement les retracements de Fibonacci. Ça nous donne différents niveaux. La théorie veut que les cours devraient donc réagir à ces différents niveaux. J'affiche le rayon pour que ça aille jusqu'au cours actuel. La théorie veut que les cours réagissent justement à ces différents niveaux. On le voit ici, nous avons réagi précédemment au niveau de 78,6%. Il faut savoir qu'il y a des niveaux qui sont très surveillés, plus que d'autres. Le plus important est le 61,8%. Hein. Ça intègre le nombre d'or et j'en passe. Je vais laisser un peu de côté la théorie, on va aller plus vers la pratique. Ce sont des niveaux de support et de résistance très importants. Et concrètement, pour aller au plus simple, lorsque l'on franchit un niveau, la prochaine cible, c'est le prochain niveau justement. Et lorsque l'on surpasse le précédent mouvement, c'est ce qui est arrivé à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a retracé la baisse à 100%, c'était le niveau de 100%. Dans ce cas-là, on peut s'intéresser au retracement externe. Et donc, c'est aussi simple que cela. Ça va être donc les 27,2% plus 100%. Et donc, on retrouve 127,2. Ensuite, c'est 61,8% plus 100%. Donc, c'est du 161,8%. Et on peut le voir ici, on a testé les 161,8%. Et au contact de ce niveau, on s'est replié. Alors, à partir du moment où on a eu un réel repli, ça change un petit peu la donne parce qu'on peut s'intéresser à autre chose. Du coup, on peut s'intéresser au retracement de toute cette hausse qui allait marquer un nouveau record historique. Donc à présent, on peut travailler sur un autre retracement de Fibonacci en se basant justement sur cette hausse. Et donc, on va dire qu'on est en train de retracer actuellement la hausse. Alors, je ne vois pas pourquoi je n'ai pas le rayon. Voilà, donc là, j'ai le rayon. Maintenant qu'on se replie, je m'intéresse au retracement de toute cette hausse qui est allée vers un nouveau record historique. Et là, justement, ce qui m'intéresse, on est en train de tenter, d'un point de vue Ishimoku, de réintégrer le nuage. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est Fibonacci. On tente de franchir les 61,8%. C'est un sacré niveau. Si on clôture au-dessus, on peut envisager une intégration du nuage. En revanche, une incapacité pourrait nous pousser au retracement, au prochain retracement, les 50%. Et donc, concrètement, cela voudrait dire que la baisse aurait effacé 50% de cette hausse. C'est aussi simple que cela. Les 61,8% sont très importants, les 38,2 également, les 23,6, mais surtout les 61,8%. Voilà pour les retracements de Fibonacci. J'en profite pour utiliser les projections de Sosa. Pourquoi je vais en profiter? Tout simplement parce que là, j'ai eu une baisse, un rebond, et je suis reparti à la baisse. Ça ressemble justement à ces vagues d'Osoda, car il faut que ça forme une sorte de N, et donc c'est ce qui me permet d'avoir un objectif. Il y a plusieurs projections d'Osoda. Il y a la V, la E et la N. Et j'en passe, il y en a d'autres, mais on va se focaliser sur ceci. Comment distinguer ce qu'il faudra donc sélectionner? Alors, je commence par ici, projection d'Osoda. Donc, je sélectionne mon top. Je sélectionne le creux intermédiaire qui me permet d'avoir le début d'un N. Et je sélectionne mon top ici, la tentative de rebond. J'ai un niveau V, mais est-ce que c'est le bon? C'est ce qui est difficile dans un premier temps à cerner. Je m'intéresse à ces trois premiers. Après, on peut aller plus loin en utilisant les autres. Les plus importants sont V, E et N. Quand je choisis V, quand je dois choisir E, quand je choisis N. Je vais choisir V ici alors, pour savoir, pour être fixé, je mesure l'amplitude de ma baisse. On a eu une baisse de 1260 points. L'amplitude du rebond. 647, 1224, 650. Donc là, 650, on est plus vers si on multiplie par 2, c'est du 1300. Donc ça veut dire
que nous avons eu, un rebond supérieur à 50 de la précédente baisse. Vous êtes d'accord avec moi? Car le rebond est de 650 points environ, la baisse est de, 1 220, donc le rebond est supérieur à 50 de la baisse. Quand c'est le cas, quand c'est supérieur à 50, je vais sélectionner E. Et ça me donne une projection d'Ossoda qui me ramène aux alentours du retracement de Fibonacci à 23,6. Lorsque c'est inférieur à 50, par exemple, si j'aurais eu un rebond ici par exemple, 400 points, j'aurais sélectionné V. Et lorsque c'est égal à 50, lorsque c'est pile poil 50, par exemple, si j'ai un repli de 1200 points et une hausse de 600 points, 600 fois 2 est égal 1200, dans ce cas-là, je sélectionne N. Donc là, j'ai mes trois projections d'Ossoda. On remarquera que la différence est beaucoup plus marquante lorsque c'est un E, lorsque justement le rebond est supérieur à 50 de la baisse. Dans ce cas-là, le repli, on peut s'attendre à un repli plus conséquent. Donc voilà pour les projections d'Ossoda, voilà comment ça fonctionne et le signal nous est donné lorsque l'on passe en dessous du précédent creux. Et donc un passage ici, sous ce niveau, les 12 658 environ, est un signal de vente selon Ossoda pour aller chercher la projection. Voilà pour cette petite parenthèse théorique. J'essaie d'être le plus simpliste possible, mais avec cette explication simple, vous pouvez l'utiliser à 100% de sa capacité concernant N, E et V. Et voilà pour les retracements de Fibonacci. Donc je pense que ça nous a même permis de faire un point sur le Nasdaq et de voir jusqu'où pourrait aller justement l'ampleur de cette baisse. Et cela pourrait même confirmer une éventuelle formation ici en épaule, tête-épaule. Grosso modo, ça concorde, justement. Et ce qui pourrait nous ramener ici, ce serait peut-être un franchissement des 1,500 du 10 ans américain. Les traders américains portent énormément d'attention à cela. Et cela continuerait de peser justement sur ces valeurs technologiques et accentuerait la rotation sectorielle. Et ce sont les valeurs cycliques qui pourraient le mieux s'en sortir. Et on le voit ici, cette configuration. Attention, par contre, en cas de réintégration du nuage, on annule tout. On pourrait repartir en direction du retracement à 78,6%. Et cette configuration technique très différente pour le Nasdaq s'explique par cela. On le voit sur le S&P 500 en journalier, on tient toujours le support, on tient toujours le nuage, on tient même la Kijun, qui est le support actuel. Si on passe à présent sur le Dow Jones, on est même loin de la Kijun, on est loin du support qui a récemment été testé, certes dans une tentative d'enfoncer le nuage, mais on en est encore loin. Le Dow Jones, qui est composé de valeurs cycliques, souffre le moins à l'heure actuelle et celui qui est le plus pénalisé, on l'a vu, c'est le Nasdaq. Et on enchaîne sur notre raisonnement en triptyque. Vous voyez ici l'approfondissement justement de cette baisse. On pourrait aller chercher, on a un seuil d'alerte ici, c'est un précédent creux. À ce niveau-là, ça correspond plus ou moins à un palier de SSB. C'est ce niveau, le niveau des 12 487 environ. On se redresse, on pourrait aller chercher les 12 745. Il faudrait se hisser au-dessus pour envisager une poursuite de la reprise des valeurs technologiques qui permettrait d'aller tester éventuellement la Tenkan, voire la Kijun et le bas de nuage. D'un point de vue H1, la reprise, on le voit, est difficile. On fait face à une résistance. C'est le précédent support de la fin du mois de février, du 26 février. Et on peine à se hisser au-dessus. Et si on parvenait à se hisser au-dessus, on irait chercher ici cet éventuel support qui correspond à notre Kijun. Prudence tout de même en données H1. On voit ce nuage qui est en train de s'affaisser et qui pourrait donc créer une certaine tension. Donc voilà pour le Nasdaq. On l'a dit, le S&P 500 s'en sort beaucoup mieux d'un point de vue journalier. En tout cas, on n'a pas l'impression que la tendance haussière est menacée. C'est une tendance haussière avec une légère correction. On a vu pire concernant le S&P 500, notamment ici. On ira même plus loin à ce niveau-là avec un franchissement de la trendline pour réintégrer par la suite. Donc pour le moment, pas de signal d'alerte concernant le S&P 500 d'un point de vue journalier, même si on a franchi ici d'un point de vue intraday notre nuage à la baisse. C'est ce qui nous a signalé qu'on allait très certainement marquer un creux. On a marqué un creux en intraday, on est allé chercher ce palier de SSB, grosso modo aux alentours des 3780 points. On se redresse, on va chercher les 3825, dernier rempart avant nos Tenkan et Kijun. Hier nous avions une oblique baissière que l'on surveillait.
et donc cet échec nous a conduit justement à ce repli en données H1. On a temporisé un moment, il y a eu une tentative de rebond sur le bas de nuage pour aller chercher Tenkan et Kijun, mais qui ont fait office de résistance et ce creux, hein, que nous avons pu constater. Le Dow Jones, lui, qui s'en sort plutôt bien en données journalières, il est bien loin de sa Kijun, à 30 800 points environ. En données intraday, on passe tout juste sous le nuage. On est en train de tester la Kijun et la Tenkan à l'heure actuelle. Si on parvenait à se hisser, on pourrait même espérer franchir le nuage de par ce twist, de par cette faiblesse. Ce n'est pas gagné, il faut déjà s'affranchir de la Kijun et de la Tenkan. Et on le voit ici en intraday, en données H1, pardon. On avait parlé de cette forte zone de résistance, justement. On était sorti par ce petit fanion, par le haut. On a réalisé le premier objectif en allant chercher le bas de cette zone de résistance. Échec total. On repart à la baisse et on part marquer un creux légèrement en dessous du seuil psychologique à 31 000 points. Grosso modo à 31 000 points, on peut le dire. Donc voilà concernant le Dow Jones, un Dow Jones qui s'attaque à ce palier de SSB, à ce bas de nuage ici, sa prolongation, son prolongement, dernier rempart avant notre Kijun qui représente le seuil psychologique des 31 300 points ici. Voilà pour les indices américains. Le Russell 2000, lui, reste calmement en données H4 dans son canal baissier. Il est passé sous le nuage, il tente de se hisser au-dessus des 2200 points à l'heure actuelle, ce qui lui permettrait d'aller chercher les 2232. Voilà pour les indices américains. L'arrivée des traders de Wall Street sera capitale, mais également l'évolution du 10 ans américain. Il faut faire très attention à ce franchissement des 1,500 qui correspond au support d'avant-pandémie, support de fin février et début mars, qui avait été pulvérisé pour aller marquer un creux. Le 10 ans américain rattrape son retard et face à la hausse pandémique, un franchissement de cette résistance pourrait nous permettre d'envisager un retour vers les 1,800%, dernier rempart avant les 2% justement. Et là, ce serait vraiment critique. Le Bitcoin, je pense qu'on va aller ici constater déjà le journalier. On réussit hier à se hisser, à aller chercher les 50 000 $. On réintègre, on repasse en dessous des 50 000 $ à l'heure actuelle. On marque une légère pause. L'intraday nous donne beaucoup plus d'informations. En intraday, souvenez-vous, on avait eu une belle percée haussière. Cependant, on a eu un refus de sortir du nuage par le haut. Donc on n'a pas réussi, à aller chercher. Ici, je vous avais mis en vert cette vague haussière. Justement, j'avais utilisé les projections d'Osoda pour avoir un objectif V aux alentours des 53 000 $ environ. J'enlève le carré vert. On va regarder la situation Ichimoku. Donc ici, hier, percée haussière, on tente de sortir du nuage. On va marquer un sommet, on se rapproche énormément de cette projection V. Pourquoi une projection V? Très rapidement, pour appliquer à nouveau les projections de Soda, la hausse ici était de 60, on va pas raisonner en pips, on va raisonner tout simplement en euros, en pourcentage, 16,22%. Le retrait était de 6,15%. Alors pourtant, ça m'a l'air erroné. J'ai l'impression que la hausse fait beaucoup plus que 2 fois plus. Je vois ici à vue d'œil que c'est un retracement V. Pourquoi? Car le repli est inférieur à 50% de la hausse. La hausse qui a commencé à 42 896. Pour aller chercher, ici, il faudrait faire une soustraction, pour aller chercher les 49 863 et on se replie jusqu'à environ 47 000. Donc, on se replie de moins de 50% et donc c'est une projection V que l'on va chercher, que l'on n'a pas réussi à aller marquer, à aller finaliser. Donc, à présent, il faudra attendre une sortie du nuage par le haut pour espérer finaliser cet objectif de Soda qui, si on arrive à se hisser au-dessus, si on ne se replie pas dans les médias pour aller se poser avec un nuage comme support, pourrait servir comme support. Donc en cas de sortie du nuage, on aura soit un support à 53 000 $, soit un support à 50 425 $ environ. Donc voilà un éventuel scénario vu d'Ichimoku avec projection de Soda. L'Ether, après avoir rebondi sur son précédent record historique, plafonne en dessous de sa Kijun. Concernant l'Ether, il faudra réussir à se hisser au-dessus des 1660 pour espérer un retour en direction des 1790, voire 1800.
Le Stellar s'est replié pour aller chercher cette, oblique haussière qui relie les différents sommets, mais on parvient à nouveau à se hisser au-dessus du nuage et nous avons ici un palier de Kijun à 0,42. Le franchissement permettrait d'aller rallier le précédent sommet des 0,4340. Je passe, sur le compartiment des matières premières. On commence par le métal jaune, un métal jaune qui en mensuel, poursuit, hein, ce repli, hein, après un repli conséquent pendant le mois de février, le mois de mars, nous sommes dans le rouge. On s'approche d'un support ici que l'on pourrait trouver en mensuel aux alentours des 1667 dollars l'once. Ça pourrait être un bon niveau de reprise haussière, hein, éventuellement pour le gold d'un point de vue mensuel. Qu'en est-il de l'hebdomadaire? On est en train donc de s'enfoncer. On avait une clôture en dessous du nuage. On se rapproche des 1675 dollars l'once. Attention ici à l'interaction de notre Chikou Span avec éventuellement cette moyenne mobile, une EMA 50. Après cela, on aurait le champ libre pour approfondir la baisse concernant la Chikou Span jusqu'à notre nuage. Le gold en données journalières, on le voit, on pourra aller chercher ici les 61,8%, retracement de Fibonacci. J'en profite pour vous montrer comment ont été sélectionnés les différents points. On essaye tout simplement on est en train, après un certain temps en range, on continue de retracer la précédente hausse. Une hausse qui, en données journalières, a commencé à la mi-mars et a pris fin lors des records historiques au début du mois d'août 2020. Depuis, nous ne cessons de retracer ces différents niveaux. On avait eu un moment où on se stabilisait sur les 23,6%. On s'est replié pour commencer à tester les 38,2 et c'est à ce niveau que l'on avait un petit range ici. On restait collé à la borne supérieure de ce canal baissier. Depuis, il y a eu un léger décrochage pour aller chercher les 50%. C'était très précis, hein. On a eu plusieurs tests des 50%. On a eu à ce niveau à la fin 2020. On a eu un nouveau test à la mi-février 2020, tentative haussière pour une réelle cassure des 50%. Et voilà où nous en sommes. On se dirige vers les 61,8%, légèrement au-dessus du seuil psychologique des 1700 dollars l'once. En données intraday, nous avons un nuage qui exerce une pression baissière sur notre métal jaune et donc, hein, la prudence est de mise à ce niveau-là. Ça nous alerte, hein, quelque peu parce que pour envisager en H1 une reprise haussière, il faudra s'affranchir de notre nuage et donc ce qui pourrait être déterminant pour le métal jaune, ce qui pourrait approfondir la baisse concernant le gold, ce serait un franchissement. Je ne cesse d'en revenir, hein, c'est le thème actuel du marché, un franchissement des 1,500% pour le 10 ans américain. Cela pourrait permettre d'approfondir la baisse pour le métal jaune et lui permettre, j'en reviens en mensuel, d'aller chercher un éventuel support, hein, qui pourrait aller en dessous même de notre Kijun. Nous en avons parlé pour aller chercher les 1580 dollars avant de repartir à la hausse. Et donc un franchissement pour le 10 ans américain de ce niveau, de cette résistance des 500%, pourrait permettre d'approfondir la baisse sur le gold. Le pétrole. Alors un pétrole qui sera très volatile aujourd'hui, c'est le jour J, c'est la réunion des pays membres de l'OPEP+. On va annoncer ou non une hausse de l'offre, une hausse de la production des pays de l'OPEP+. On vient se stabiliser actuellement aux alentours de notre oblique baissière. On avait eu ici, on s'en souvient, avec cette belle configuration de chandelier japonais qui nous a présagé une baisse, c'est ce que l'on a fait. Alors est-ce que l'on a une formation en ETE? Je me posais la question justement ce matin avec une ligne de coupe qui serait à ce niveau-là. Une hausse de l'offre justement serait un signal baissier pour l'or noir. On la voit peut-être un peu mieux ici en intraday. Voici une éventuelle ligne de coup, une épaule gauche, une tête, une épaule droite. À voir. En tout cas, volatilité attendue aujourd'hui sur les pétroles. Prudence. Ce serait très risqué de trader les pétroles aujourd'hui. C'est l'inattendu lorsque nous avons donc ces réunions de l'OPEP+. Nous sommes actuellement à 61,39 pour le WTI. On ne parvient pas à réintégrer le précédent canal haussier. C'est
la troisième même tentative de réintégration et échec, hein, pour le moment. En cas de repli, on retrouvera notre nuage en support en direction sur le seuil psychologique des 61 $. En cas de hausse, on retrouvera la prochaine résistance à 62,20 $. Le Brent, c'est la même formation chartiste, hein, sauf qu'ici, on parvient à réintégrer. On a un important support aux alentours des 64 dollars. Et donc voilà, hein, pour les pétroles, le gaz naturel qui s'est quand même replié hier, qui revient se stagner aux alentours de la borne basse du canal haussier. Je ne m'y attendais pas, je m'attendais plus à une reprise haussière en direction des 3. Alors reprise haussière qui pourrait intervenir aujourd'hui. Le copper, et ça c'est très intéressant, j'en ai parlé hier d'ailleurs, on a fait les fondamentaux et matières premières. J'ai parlé des fondamentaux du copper, j'ai abordé avec vous cette figure en épaule, tête-épaule, et on vient de franchir la ligne de coup ce matin. À l'ouverture, on a eu un gap baissier, un gap de rupture qui nous permet de nous placer ici en dessous de l'EMA à 100 périodes, approfondissement de la baisse, et donc ce qui nous permet ici de combler une partie de ce gap, le gap du 22 février. Alors on pourrait approfondir les baisses, on a vu, on a une hausse considérable des stocks, je vais pas détailler les fondamentaux, ça a été fait hier, en tout cas prudence sur le copper, on pourrait assister à une correction de court terme. On passe à présent sur le marché d'échange, même si je pense que ce qui sera le plus déterminant concernant le marché d'échange, ce sera demain, ce sera le rapport NFP. On avait parlé ici de cette configuration en hebdomadaire qui pourrait nous laisser, qui pourrait présager une éventuelle hausse, notamment en cas de passage au-dessus des 91 970. On pourra avoir un scénario similaire ici qui avait permis une intégration du nuage, qui pourrait nous permettre également ici une intégration du nuage. Il y aura on pourrait même utiliser cette EMA 100 en tant que support, hein, comme c'était le cas à ce niveau-là. D'un point de vue journalier, on est en train cette fois-ci, encore une fois, de sortir du nuage par le haut. Ce n'est pas gagné, hein. On pourrait retracer dans la journée. La séance est encore longue. Souvenez-vous, il y avait eu un refus précédemment en début de semaine, alors on avait bien entamé la sortie de nuage. Mais finalement, on a clôturé en nette baisse, non loin de la Kijun. Et donc, cette sortie du nuage qui se fait attendre, hein, c'est à peu près comme le précédent scénario que l'on a vu en hebdomadaire, hein, justement, précédemment. Cette sortie du nuage également, ce scénario est similaire aussi en journalier, hein. Cette sortie du nuage avait permis une accélération haussière du biais vert. Alors, le NFP pourrait confirmer une sortie du nuage éventuelle. Donc, je pense que tout se jouera demain, 14h30, non-farm payroll. Nous avons eu un rapport privé de l'ADP décevant. Que va nous dévoiler le rapport officiel du NFP? On aura la réponse dès demain. Et donc, cette tentative haussière du billet vert entraîne l'euro-dollar à la baisse. On a les 1,20 qui tiennent toujours, on le voit. On le verrait mieux en données intraday. Les 1,20 tiennent. Pas de signal pour le moment, relativement neutre. Et pareil, hein, je pense que la réponse nous sera donnée demain lors du NFP. Et donc, les paires en dollars tiennent bon. On est en train on temporise sur cette zone qui était une résistance pour la UDUSD avec un retracement encore une fois à 23,6%. Ici, pour rappel, nous avons retracé la précédente hausse depuis que nous avons eu un fort repli. En revanche, hein, le repli pour le moment n'est pas allé jusqu'au 38,2%. Pourquoi? Parce que nous avons eu une moyenne mobile, la EMA 50, qui a stoppé la baisse. Elle a stoppé la baisse, ça nous a permis une hausse pour aller s'attaquer à la zone de résistance qui est matérialisée par par le retracement de Fibonacci à 23,6%. Et donc une poursuite de la hausse. Et d'ailleurs, j'ai une belle vague ici, une belle projection d'Osoda qui nous ramènerait très haut. C'est un E. Pourquoi c'est un E? Tout simplement parce que la baisse est supérieure à 50% de cette hausse. C'est donc un objectif plutôt optimiste pour l'AUD USD pour le
le moment, on est en train de stationner, si je puis dire, aux alentours de ce retracement de Fibonacci à 23,6%. GBP/USD, attention à cette forte résistance qui représente la EMA 100. En cas de franchissement, ce serait une sortie du nuage et là, on pourra aller chercher ce seuil, ce palier de SSB aux alentours des 1,46 pour le câble. Un câble qui est pratiquement à l'équilibre en hebdomadaire. On est au niveau de la clôture hebdomadaire de la semaine dernière. Et donc, en données journalières, on le voit, petit range, on est sur support au-dessus ici de notre Kijun. Pas de signal pour le moment, on tient bon. NZD-USD. Les paires en dollars, c'est pratiquement la même chose, hein. On est, là, par contre, on est en dessous de notre Kijun, mais on a un très, très gros support, hein. C'est notre nuage. Un niveau ici également, un retracement, il me semble, de Fibonacci qui fait office de support. Il faut attendre un passage concernant le NZD-USD. J'en ai parlé hier avec l'envolée des produits laitiers, du lait en poudre notamment. On pourrait avoir une envolée, on pourrait avoir de gros mouvements ici, hein, sur le NZD-USD. Il faut attendre le franchissement des 0,73 500. GBP/CHF, on repart à la conquête de notre précédent sommet, les 1,288,77. Franchissement de ce dernier, ce serait donc en direction de la prochaine résistance. On avait eu une belle hausse pour le GBP/CHF, on a marqué un sommet, on a marqué il y a eu un retracement en direction de la borne haute du précédent canal haussier et depuis on a enchaîné les séances de hausse. USD CHF, on a un renforcement du biais haussier. On avait eu un premier signal lors du franchissement de la moyenne mobile simple à 200 périodes, signal renforcé depuis le franchissement de cette résistance. C'était la résistance de la fin d'octobre-novembre 2020 et à présent direction la prochaine résistance, soit le sommet de la fin septembre 2020. Euronoc, légère tentative haussière, on n'est pas allé jusqu'à notre Tenkan. La baisse pourrait donc s'approfondir en direction des 10,150. 4 CHF, on repart à la hausse, on a franchi le précédent sommet, direction 0,7350 environ. NZD-USD, on en a déjà parlé. Donc voilà, ce Good Morning Market touche à sa fin. On garde en tête ces taux longs aux États-Unis avec un spread entre le 2 ans américain et le 10 ans américain qui se creuse, quantification de la courbe des taux. Et donc, attention au franchissement des 1,500%. On le voit, le DAX en données H1 fait face à une résistance. C'est ça. Kijun, c'est son haut de nuage, c'est une très grosse résistance, hein, que l'on peut constater ici. Pareil pour le CAC 40 en données H1 sous résistance. Et donc ça, Kijun, quand on est en train ici de petite accalmie, hein, sur le Nasdaq et à Wall Street. On va attendre le retour des opérateurs américains. Le pétrole se replie sur support, sur le WTI. On va chercher le haut de nuage et on l'intègre. On va chercher la Kijun sur le Brent. Sur ce, on va mettre un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour tous ces commentaires encourageants. D'abord, hein, faut savoir que c'est les seuls retours, hein, que j'ai de votre part. Ça fait toujours très plaisir, hein, d'avoir des retours positifs. Donc merci à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Demain, il y aura également une vidéo sur le marché action. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une très belle journée à tous. En plus, ce soir, on devrait être fixé, hein, sur notre sort, en tout cas pour ceux qui habitent en Île-de-France, hein, parce qu'il y a justement cette conférence de presse, hein, à voir si on va avoir de nouvelles restrictions. Et nous espérons tous, hein, qu'on va avoir un retour à la liberté dans 4 à 6 semaines, hein, comme l'a présagé Macron, un retour à la vie économique pour nos restaurateurs, mais également pour nos commerçants, avec ces couvre-feux qui n'arrangent pas les choses. Donc, excellente journée à tous. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.